Il y avait du sang séché entre mes cuisses, des hématomes sur mes bras, et aucun souvenir précis de la nuit précédente. C'est ainsi que j'ai commencé ma 20e année, dans l'horreur. Je m'appelle Claire Delma. J'ai aujourd'hui 77 ans et je vais vous raconter l'histoire la plus noire de ma vie. Une histoire que j'ai portée en silence pendant plus de 50 ans. Si vous êtes sensible, je vous avertis, ce témoignage pourrait vous bouleverser. Tout a commencé en 1967, dans un petit village de montagne, Saint-Andéol, niché dans les Hautes-Alpes. J'avais 19 ans. À cette époque, j'étais ce qu'on appelait une fille vive, pleine de rêves et un peu naïve. Mon père était menuisier, ma mère tenait une petite épicerie, et tout le monde nous connaissait dans le village. Ce soir-là, c'était la fête du village, la Saint-Jean. Une grande tradition. On dansait autour d'un feu, les garçons s'amusaient à sauter par-dessus les flammes, les filles portaient des robes à fleurs. J'avais mis ma plus belle robe, une robe blanche à pois rouges, cousue par ma mère. J'étais fière de moi, je m'étais coiffée pendant plus d'une heure, et j'avais mis quelques gouttes de parfum bon marché derrière les oreilles. Je me souviens encore de l'odeur du feu de bois, du goût du vin sucré qu'on nous servait dans des verres en plastique, des rires qui fusaient de tous côtés. Ce soir-là, j'ai dansé avec plusieurs garçons, mais surtout avec Julien Bérard, le fils du médecin du village. Il avait 24 ans, venait de terminer sa première année d'internat à Marseille. Il était beau, élégant, et toutes les filles le regardaient. Quand il m'a tendu la main pour m'inviter à danser, j'ai cru que mon cœur allait exploser. J'étais flattée, bien sûr. Ma mère m'avait prévenu. Ce garçon-là, il est bien trop ambitieux pour nous regarder. Mais il m'a regardé, moi. Vers minuit, il m'a proposé de goûter à quelque chose de spécial. Il a sorti une petite flasque en métal de sa veste. C'est du rhum arrangé, fait maison. Tu vas voir, rien à voir avec le vin du coin. J'ai ri et j'ai accepté. Le liquide était sucré, avec un arrière-goût amer que je n'arrivais pas à identifier. Après quelques gorgées, j'ai senti ma tête tourner. Pas comme avec le vin. C'était différent. J'avais l'impression d'être dans un rêve flou. Les sons devenaient lointains, mes jambes tremblaient. Je me sens bizarre, ai-je murmuré. Il a posé sa main dans mon dos, avec un sourire rassurant. Viens, je vais te raccompagner. Je me souviens vaguement de m'être éloignée de la fête, accrochée à son bras. Mais au lieu de prendre le chemin de ma maison, nous avons tourné vers la vieille scierie, puis le bois. J'ai voulu protester, mais ma bouche ne formait plus les mots. Mon corps ne m'obéissait plus. Où on va? Ai-je réussi à balbutier. Juste faire un tour, a-t-il répondu. Mais son ton avait changé. Ce n'était plus doux. C'était sec, froid. Les images suivantes sont floues. Je me souviens du bruit de mes pas sur les feuilles mortes, du contact rugueux de l'écorce contre mon dos, de ma robe qu'on déchire. Et puis sa main sur ma bouche. La douleur. Et le noir. Quand j'ai repris conscience, il faisait encore nuit. Je n'étais plus dans le bois. J'étais allongée sur une dalle froide, au milieu du cimetière de Saint-Andéol. Ma robe était en lambeaux, mon corps couvert de saleté, mes cuisses brûlaient. Je ne savais pas comment j'étais arrivée là. Peut-être qu'il m'avait traînée, ou laissée là en pensant que je ne me réveillerais jamais. Je me suis redressée tant bien que mal. Chaque mouvement était une torture. J'ai trébuché jusqu'à la sortie du cimetière. Je n'ai pas eu la force de rentrer chez moi. J'avais honte. J'avais peur. Je ne savais pas comment affronter le regard de mes parents. Je me suis dirigée vers la maison de ma grand-mère, Yvonne, qui vivait seule à l'écart du village. Elle a ouvert la porte en silence, m'a regardé de haut en bas sans dire un mot, puis m'a fait entrer. Elle a refermé la porte, tiré les rideaux, fait chauffer de l'eau. Elle m'a aidé à me laver, comme quand j'étais enfant, sans poser de questions. Je sanglotais, incapable de parler. Julien. Ai-je fini par murmurer. Elle s'est figée. Je m'en doutais, a-t-elle dit d'une voix calme, presque trop calme. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Elle s'est assise en face de moi pendant que je tremblais dans une couverture. Ses mains, ridées par le temps, tenaient une tasse de tisane fumante qu'elle m'a tendue sans un mot. Mon esprit était encore engourdi, incapable de comprendre pleinement ce qui venait de m'arriver. Ce n'est que lorsque j'ai senti la chaleur du breuvage dans ma gorge que les larmes ont recommencé à couler. « Il t'a drogué, pas vrai ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête, incapable de formuler une réponse plus claire. « Il a déjà fait ça. Pas avec toi. Mais il y a eu une autre fille. Une jeune saisonnière, venue travailler à la ferme en bas du village l'été dernier.
Elle est repartie précipitamment. Personne n'a posé de questions. Ici, on préfère ne pas voir. Mon cœur s'est serré. Ce que j'avais subi, ce n'était pas un cas isolé. Julien Bérard avait déjà fait ça, et il était toujours en liberté, toujours respecté, toujours protégé. Que dois-je faire, mamie? Ai-je demandé, la voix éraillée. Elle m'a regardé longtemps avant de répondre. Tu as deux choix, Claire. Garder le silence, comme toutes les autres. Ou parler. Mais si tu parles, il faudra du courage. Parce que ce garçon est le fils du médecin. Et dans un village comme le nôtre, c'est sa parole contre la tienne. Et sa parole vaut de l'or. Je me suis tue un long moment. La peur m'étouffait, mais une autre sensation grandissait en moi, plus forte, plus brûlante, la colère. Je veux porter plainte. Elle a acquiescé lentement. Alors tu vas avoir besoin de preuves. Et d'être plus forte que tu ne l'as jamais été. Le lendemain matin, elle m'a donné des vêtements propres et m'a accompagnée jusqu'à la gendarmerie du bourg voisin. Pas celle du village, non. Là-bas, tout le monde connaissait le docteur Bérard. Le gendarme qui nous a reçus était un homme grand, un peu voûté, la cinquantaine dépassée. Il a pris ma déposition sans dire un mot de trop, sans sourire, sans même me regarder vraiment dans les yeux. « Vous avez des témoins ?» a-t-il demandé. « Non. » Des preuves matérielles. Ma robe est déchirée. J'ai des blessures, des ecchymoses. Il a noté sans réagir. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Vous accusez le fils du docteur Bérard, a-t-il fini par dire, en relevant enfin les yeux vers moi. Oui. Il a soupiré longuement. Je l'ai vu, ce moment de flottement dans son regard, ce soupçon de doute, ou peut-être de lassitude. Comme s'il savait déjà que tout cela ne mènerait nulle part. Nous allons enquêter, a-t-il promis d'un ton plat. En sortant, je me suis senti plus vide encore qu'à mon arrivée. Le poids de ce que je venais de faire me tombait soudain dessus comme une avalanche. Dans les jours qui ont suivi, la nouvelle de ma plainte s'est répandue comme un feu de forêt. Saint-Andéol était petit, et les rumeurs circulaient plus vite que le vent. Ma mère est venue me voir, les traits tirés, les yeux rouges. « Comment as-tu pu faire ça à notre famille ?» a-t-elle soufflé dès qu'elle a franchi le seuil. J'étais figée. « C'est moi qu'on a agressé », ai-je murmuré. Mais elle ne m'écoutait pas. Le docteur est furieux. Il dit que tu as menti. Que tu étais consentante. Que tu l'as suivi volontairement. Je me suis levée d'un bond. Ce n'est pas vrai. Ils veulent nous expulser du logement, a-t-elle continué, les mains tremblantes. Tu sais bien que c'est la commune qui nous le prête. Si le docteur le demande au maire, on se retrouvera à la rue. Je me suis effondrée sur une chaise. Tu veux que je retire ma plainte? Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a simplement dit. Ce serait mieux pour tout le monde. Le mot « tout le monde » a résonné dans ma tête comme un coup de marteau. Tout le monde, sauf moi. Sauf celle qui pourrait venir après. Ma grand-mère, restée silencieuse jusque-là, a posé sa main sur mon épaule. Laisse-la tranquille, Émilie. Elle a déjà assez souffert. Mais ma mère n'en démordait pas. Ton père ne dort plus. Ta sœur se fait moquer à l'école. Et toi, tu restes là, comme si tout allait bien. Je me suis levée, les jambes flageolantes. Je ne peux pas mentir. Alors assume les conséquences, a-t-elle dit sèchement, avant de tourner les talons. J'ai passé la nuit à pleurer, recroquevillée dans le lit de ma grand-mère, incapable de fermer l'œil. Ses murs sentaient la lavande séchée et le vieux bois. Elle est restée près de moi sans dire un mot, me caressant doucement les cheveux, comme quand j'étais enfant. Le matin, elle m'a servi du café avec une tranche de pain grillé, mais je n'ai rien pu avaler. À peine avais-je posé la tasse sur la table qu'on a frappé à la porte. Fort. Insistant. C'était mon père. Il avait le visage dur, les joues creuses, les yeux cernés. Le maire m'a convoqué ce matin, a-t-il dit en entrant sans qu'on l'y invite. Il ne renouvellera pas notre bail pour l'atelier si Claire ne retire pas sa plainte. Je l'ai regardé sans comprendre. On a jusqu'à la fin de la semaine. Sinon, on est dehors. Ma grand-mère l'a invité à s'asseoir. Il a refusé. Tu sais ce que tu fais, Claire? Tu détruis notre vie. On n'a rien d'autre que cet atelier. Sans lui, je perds tout. Ma gorge s'est serrée. J'aurais voulu lui dire que moi, j'avais déjà tout perdu. Mon corps. Mon honneur. Mon sommeil. Je suis désolée, papa.
Mais je ne peux pas revenir en arrière. Il a frappé du poing sur la table. Et nous? Qu'est-ce qu'on devient? Je n'ai pas su quoi répondre. Il a baissé les yeux, puis il est parti, sans un mot de plus. Les jours suivants ont été un supplice. Chaque fois que je mettais le nez dehors, je sentais les regards me suivre, les murmures me poursuivre. Certains détournaient les yeux, d'autres me lançaient des piques à peine voilées. Voilà la petite qui veut ruiner la famille Bérard, disait la femme du maire en passant devant chez ma grand-mère. Ces jeunes, elles boivent, elles flirtent, et ensuite elles crient au loup, ajoutait la boulangère en me servant le pain à contre-cœur. Seule une poignée de personnes osaient encore me parler normalement. Parmi elles, Madame Paulin, mon ancienne institutrice. Elle m'a rendu visite un après-midi, m'apportant un petit pot de confiture maison. Ne les laisse pas te faire taire, Claire, m'a-t-elle dit d'une voix grave. Les Bérard, je les connais depuis toujours. Le père, le grand-père, tous les mêmes. Je l'ai regardée, surprise. Que voulez-vous dire? Elle a regardé autour d'elle, comme si elle avait peur qu'on l'écoute. Je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas la première fois que cette famille salit une fille. Il y a eu la sœur d'un ami, dans les années 40. Et avant encore, leur aïeul a eu des histoires sordides pendant la guerre. Mais ils ont toujours étouffé les affaires. Ils sont trop puissants. Trop installés. Ces paroles m'ont glacée. Elle a posé sa main sur la mienne. Si tu veux que ça cesse, il faut creuser, Claire. Il faut fouiller leur passé. Tu n'es peut-être pas la seule. Ce soir-là, je n'ai pas fermé l'œil. Ces mots résonnaient dans ma tête. Une lignée d'hommes violents, protégés par le silence, la réputation et l'argent. Je me suis dit que si je voulais vraiment aller au bout, il fallait que je trouve d'autres victimes. D'autres preuves. Le lendemain, je suis allée voir le vieux curé du village. Il m'a toujours semblé honnête, à l'écart des manigances locales. Je lui ai parlé d'un nom qu'on m'avait soufflé, Lucienne Joly, une jeune fille disparue brusquement en 1952, sans que personne ne sache pourquoi. Il a blêmi. Il ne faut pas remuer ces histoires, Claire. Elles sont enfouies pour une bonne raison. Mais moi, je suis encore en vie, ai-je répondu. Et je ne veux pas m'enfouir. Il a soupiré longuement, puis m'a conduit dans une pièce annexe où il conservait de vieux registres de paroisse. Là, il m'a montré un cahier à la couverture tachée. Lucienne y était mentionnée. Disparue, sans motif connu. Mais dans la marge, au crayon, une note, envoyée en pension sur ordre de son père après une grossesse non désirée. Je l'ai regardé. Qui était le père de l'enfant? Il n'a pas répondu. Mais son silence était éloquent. Je suis sorti du presbytère les jambes en coton. Le vent frais du printemps balayait la place du village, mais j'avais l'impression d'étouffer. Dans ma poitrine, la colère montait, froide, aiguë. Lucienne Joly. Une autre fille sacrifiée. Une autre histoire étouffée. Et toujours un Bérard dans l'ombre. De retour chez ma grand-mère, je lui ai tout raconté. Elle écoutait sans m'interrompre, ses doigts noueux serrés autour de sa tasse de tisane. Ils ont toujours été comme ça, ces gens-là, a-t-elle murmuré. On les laisse faire parce qu'ils ont les clés de tout. Les terres, la pharmacie, les maisons. Et surtout, la peur. Je lui ai parlé des carnets, des registres, des rumeurs. De mon envie de fouiller plus loin. Il doit bien exister des papiers, des lettres, des journaux, quelque part, quelqu'un a dû laisser une trace. Elle a réfléchi quelques instants, puis s'est levée sans un mot. Elle est revenue avec une vieille boîte en fer, couverte de poussière. Cette boîte appartenait à ta tante Margot. Elle a travaillé comme secrétaire à la mairie dans les années 60. Elle y cachait des choses qu'elle ne voulait pas qu'on trouve. À l'intérieur, il y avait des lettres, des photocopies de certificats médicaux, des notes griffonnées. J'ai feuilleté fébrilement, mes mains tremblaient. Et puis je suis tombée sur un échange de lettres entre le docteur Bérard père et un magistrat de Gap, datant de 1949. Ils y parlaient des « apaiser une affaire » avec une certaine Lucienne J., en contrepartie d'un don à une institution religieuse. Mon cœur battait si fort que j'en avais mal au crâne. C'était là. Noir sur blanc. Je tenais enfin quelque chose de concret. Mais le plus bouleversant était une lettre non envoyée, rédigée par Margot elle-même. Elle y racontait comment elle avait surpris Julien, encore adolescent, forçant une jeune fille dans une remise derrière la mairie. Elle n'avait rien dit, par peur de perdre son emploi, par peur de son propre frère, le maire de l'époque. Je n'arrivais pas à croire ce que je lisais.
C'était un cycle, une malédiction presque. Le pouvoir, la violence, le silence. Le soir venu, j'ai recopié les passages les plus significatifs. Je voulais les garder sur moi, au cas où. J'ai aussi commencé à rédiger une lettre destinée à un journaliste que je connaissais de nom. Il travaillait pour un petit hebdomadaire régional. Il avait déjà publié des enquêtes sur des affaires étouffées dans les villages de montagne. Mais avant de l'envoyer, je voulais parler à ma famille. Leur dire ce que j'avais découvert. Leur demander de me soutenir. Même s'ils ne le pouvaient pas publiquement, je voulais au moins qu'ils sachent. Ils étaient tous là, chez ma grand-mère. Ma mère, mon père, ma sœur. L'ambiance était tendue, glaciale. J'ai posé les lettres sur la table. J'ai trouvé des preuves, ai-je dit. Des vraies. Pas juste ma parole. Des documents, des noms, des dates. Ils m'ont regardé sans comprendre. Ce n'est pas seulement moi, ai-je poursuivi. C'est Lucienne. C'était Margot. D'autres encore. On ne peut plus faire comme si de rien n'était. Mon père a serré les dents. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Montrer ça à un juge? Tu crois qu'ils vont rouvrir ton dossier? Peut-être pas. Mais je peux en parler. Je peux écrire. Je peux rendre tout ça public. Ma mère s'est levée brutalement. Tu vas nous ruiner, Claire. Ils vont nous écraser. Tu ne comprends pas? Ils ont des relations, de l'argent. Ils peuvent faire disparaître tout ça. Ma sœur, elle, ne disait rien. Mais elle me regardait avec des yeux pleins d'admiration. Je l'ai su à cet instant, je devais continuer. Pour elle. Pour toutes les autres. Je vais envoyer ces documents à la presse, ai-je dit. Mon père m'a regardé longuement. Puis il a soufflé. Alors fais le bien. Et fais attention à toi. Ce soir-là, j'ai glissé la lettre et les copies des documents dans une grande enveloppe Kraft. Je suis sortie, seule, en direction de la boîte aux lettres de la poste. Il faisait nuit, mais la lune éclairait les ruelles pavées. Alors que je tournais au coin de la rue, une voiture a freiné brusquement à ma hauteur. La vitre s'est baissée. C'était Julien. Monte. Faut qu'on parle. Je suis restée figée. Je n'ai rien à te dire. Il a souri. Un sourire froid, contrôlé. Tu crois vraiment que tu peux t'en sortir comme ça? J'ai reculé d'un pas. Il a avancé la voiture. Je me suis mise à courir. Je courais sans réfléchir, poussée par une peur animale, primitive. Mes pieds heurtaient les pierres inégales du vieux chemin de halage. La voiture me suivait à faible allure, le moteur ronronnant comme une menace sourde dans la nuit. « Tu vas ou comme ça ?» cria Julien par la fenêtre. « Tu veux qu'on règle ça ici? Devant tout le monde ?» Je ne me suis pas retournée. Je courais toujours, mes jambes alourdies par la panique, mes pensées hurlantes. Puis soudain, le silence. Le bruit du moteur s'arrêta. Il avait coupé le contact. Je me suis arrêtée, haletante, me retournant lentement. La voiture était vide. Les portières ouvertes. Et puis je l'ai vu. Il marchait lentement vers moi, les mains dans les poches. « Tu veux me faire tomber ?» a-t-il dit d'un ton plat. « Tu veux me salir devant tout le monde? Tu crois que tu vas y arriver ?» Je n'ai rien répondu. Il s'est approché. Très près. Je pouvais sentir son souffle. L'odeur de sa chemise, le parfum léger qu'il portait à la fête. C'était la même odeur que cette nuit-là. « Tu vas tout annuler, Claire. Tu vas dire que t'as menti. T'es confuse. Tu t'es trompée. » Non. Il a souri. Un rictus cruel. « Alors t'assumes. Et crois-moi, t'es pas prête pour ce que ça va déclencher. » Puis, sans prévenir, il m'a attrapé par le bras. Fort. Son ongle s'est planté dans ma peau. « Tu veux que je te rappelle ce que ça fait quand je décide ?» Mon autre main a saisi la clé dans ma poche. Une clé rouillée que ma grand-mère m'avait donnée pour l'atelier. Je l'ai plantée dans sa paume sans réfléchir. Il a hurlé de douleur et m'a lâché. Je me suis enfuie, sans me retourner cette fois. Quand je suis rentrée chez ma grand-mère, je me suis écroulée. J'étais en état de choc. Elle m'a prise dans ses bras sans rien dire. Elle avait compris, juste en me voyant. « Il t'a suivi. »« Non. »« Tu as encore l'enveloppe. » Je l'ai sortie de ma poche. Froissée. Mais entière. Le lendemain matin, je suis allée à la poste à l'ouverture et j'ai posté l'enveloppe. En recommandé, avec accusé de réception.
J'ai regardé la boîte avaler la vérité que j'y glissais, le cœur battant. Les jours suivants furent étrangement calmes. Trop calmes. Pas de nouvelles. Ni de la gendarmerie. Ni du journaliste. Rien. Le silence. L'attente. Puis, une semaine plus tard, le téléphone a sonné. Ma grand-mère a décroché. Elle m'a tendu le combiné avec un regard grave. « C'est pour toi. » C'était le journaliste. Olivier Méniard. Une voix posée. Professionnelle. « Mademoiselle Delma ? J'ai reçu votre dossier. Et je veux vous rencontrer. Ce que vous avez là, c'est très sérieux. Et si tout est vérifiable, ça va faire du bruit. » Je me suis assise, les jambes coupées. Vous me croyez? Je crois les documents. Et j'écoute les gens. Nous avons convenu d'un rendez-vous à Gap. Dans un café discret, 2 jours plus tard. J'y suis allée accompagnée de ma grand-mère, qui refusait de me laisser seule. Olivier était jeune, à peine 35 ans. Mais il avait un regard direct, sans faux semblant. Il a sorti les papiers, a tout relu devant moi. Ce que vous décrivez dépasse une simple affaire de viol. C'est une histoire de pouvoir, d'abus, d'impunité sur 3 générations. Vous allez l'écrire. Il a acquiescé. Mais il faut vous attendre à des représailles. Vous êtes prête à ça? Je l'étais. Une semaine plus tard, l'article est paru. Une pleine page dans l'Écho alpin, sous le titre « Le silence des montagnes, enquête sur une dynastie de violence ». Tout y était, les lettres, les noms, les faits. Olivier avait enquêté, confirmé les éléments, interrogé d'anciens employés, des proches, des victimes oubliées. Le choc fut immédiat. Le téléphone de la mairie n'a pas cessé de sonner. Le procureur de Gap a ouvert une enquête préliminaire. La gendarmerie a dû convoquer Julien. Et moi je suis devenue celle qu'on ne pouvait plus ignorer. Le maire du village a tenté de calmer les choses. Des ragots. Des vieilles histoires. Mais la presse nationale a relayé l'affaire. D'autres victimes ont fini par se manifester. Lucienne. Une femme qu'il avait connue. Une cousine éloignée de Margot. Même une infirmière à la retraite qui, autrefois, avait soigné Élise, la grand-mère de Julien, couverte de bleu. Julien, lui, a disparu quelques jours après la parution de l'article. Sa voiture a été retrouvée au bord du lac, mais pas lui. On a dit qu'il s'était enfui à l'étranger. D'autres pensent qu'il s'est suicidé. Moi, je pense qu'il a fait ce qu'il fait toujours, fuir. Quant à moi, j'ai enfin pu dormir. Pas parce que la douleur avait disparu, mais parce qu'elle avait un sens. Je pensais que les choses allaient s'apaiser après la parution de l'article. Mais je me trompais. Ce fut comme jeter une torche dans une grange remplie de foin sec. Le village tout entier s'est embrasé de colère, de peur, de méfiance. Ce n'était plus seulement moi contre Julien. C'était moi contre un système. Une culture. Une mémoire collective bâtie sur le silence. Certaines personnes me félicitaient discrètement. Une main furtive sur l'épaule, un regard complice dans la rue. Mais la majorité restait hostile. Les regards étaient plus tranchants que jamais. Les murmures plus méchants. Elle a fait venir les journalistes, maintenant? Elle veut quoi? Qu'on rase le village? Les anciens du conseil municipal ont publié une lettre ouverte dans le bulletin local pour défendre l'honneur des familles injustement salies par la presse à sensation. Ma mère a reçu des lettres anonymes. Des insultes, des menaces voilées. Mon père, lui, a perdu 2 contrats de menuiserie. Et pourtant, il ne m'a pas dit un mot de reproche. Il me regardait désormais avec un mélange de douleur et de respect. Un matin, en allant chercher le courrier, j'ai trouvé une enveloppe brune posée sur le seuil. Pas timbrée. Glissée à la main. À l'intérieur, il y avait une photo. Floue. En noir et blanc. 2 hommes en uniforme de miliciens. Et au dos, une note manuscrite. Tu crois connaître leur histoire? Tu n'as encore rien vu. J'ai montré la photo à ma grand-mère. Elle l'a regardée longuement. Celui-là, c'est Gustave Bérard, le grand-père. Le père d'Henri. L'autre. Elle a secoué la tête. Je ne sais pas. Mais c'était sûrement un collaborateur. Je suis retournée voir Olivier, le journaliste. Je lui ai montré la photo. Il l'a numérisée, l'a envoyée à un collègue spécialisé dans les archives de la Seconde Guerre mondiale. Une semaine plus tard, il m'a rappelé. Le 2e homme, c'est Marcel Marnier.
Un milicien connu dans la région de Digne. Arrêté en 1945. Jugé. Mais relâché pour faute de preuves. Et Gustave. Jamais inquiété. Mais il était sur une liste de sympathisants. Encore un PAN de silence effrité. Olivier a publié un deuxième article. Cette fois, les réactions ont été plus vives. Le parquet de Digne a annoncé l'ouverture d'une enquête historique. Des chercheurs ont commencé à fouiller les archives. Et les Bérard ont disparu de la circulation. Henri, le père de Julien, a été hospitalisé peu après. Crise cardiaque, selon les rumeurs. Il n'a plus jamais repris ses fonctions à la mairie. On dit qu'il est parti vivre chez sa sœur, à Aix. Et moi? Je suis restée. J'ai continué à me promener dans les rues du village. Je n'ai pas baissé les yeux. Pas une seule fois. Parce qu'en moi, quelque chose avait changé. J'étais debout. Entière. Et je savais que je ne portais pas seulement ma propre voix, mais celle de toutes les femmes qu'on avait forcées à se taire avant moi. Un jour, alors que je faisais la queue à la poste, une femme âgée que je ne connaissais pas s'est tournée vers moi. Elle avait des cheveux blancs tirés en chignon et des yeux gris fatigués. Je m'appelais Jeanne Roubaud. Elle a marqué une pause. J'avais 15 ans en 1958. Julien n'était qu'un enfant. Mais Henri aimait les filles jeunes. Elle n'a pas pleuré. Pas tremblé. Elle a simplement tenu mes yeux. Merci. Je n'ai pas su quoi répondre. Après cela, d'autres sont venus. Des femmes. Des filles. Parfois juste un mot. Un regard. Une lettre. Elles avaient toute une histoire. Certaines enfouies depuis des décennies. J'ai commencé à tout noter. À collecter les témoignages. À leur donner une voix, à elles aussi. Un jour, Olivier m'a appelé à nouveau. Il y a une maison d'édition qui s'intéresse à votre histoire. Pas seulement votre cas. Tout ce que vous avez découvert. Vous avez songé à écrire un livre? Je n'y avais pas pensé. Mais au fond de moi, je savais que c'était la suite logique. Je n'ai pas écrit pour moi. J'ai écrit pour celles qui n'en avaient pas la force, pas le droit, pas le temps. J'ai écrit avec les mots que j'aurais voulu lire quand j'étais seule, blessée, abandonnée dans ce cimetière. J'ai appelé le livre Les cendres du silence. Et quand il est paru, je n'ai rien attendu. Mais il s'est passé quelque chose. Les ventes ont grimpé. Des femmes m'ont écrit. Des jeunes. Des vieilles. Des mères. Des filles. Des survivantes. J'ai compris alors que mon histoire, aussi douloureuse soit-elle, pouvait être une lumière pour d'autres. Et cela valait bien plus que le silence. Les mois passaient, et bien que les regards dans le village restassent méfiants, une tension nouvelle s'était installée. Ce n'était plus la colère ouverte. C'était autre chose. Un mélange de gêne, de recul, presque de respect non assumé. Les gens détournaient les yeux non plus pour me condamner, mais parce qu'ils savaient que désormais, le silence ne leur servirait plus de refuge. Une commission régionale pour les victimes d'agressions non jugées avait été lancée en Provence. Mon témoignage et ceux que j'avais recueillis en faisaient partie. On m'avait demandé si j'étais prête à parler publiquement. À témoigner devant des magistrats, des élus, des journalistes. Je n'ai pas hésité. Le jour venu, j'ai pris la parole dans une salle municipale à Avignon. Une grande pièce au mur blanc, avec un micro qui tremblait presque autant que moi. Mais quand j'ai ouvert la bouche, la voix est sortie claire. Mon nom est Claire Delma. J'ai été violée en 1967 par Julien Bérard, le fils du médecin de mon village. Silence. Mon agression n'était pas un acte isolé. Elle s'inscrit dans une lignée. Un cycle d'impunité. Le père de mon agresseur a couvert d'autres violences. Son propre père avant lui a été impliqué dans des faits tout aussi sombres. Je ne lisais pas. Je parlais avec tout ce que j'avais dans le ventre. Le silence est leur arme la plus puissante. Mais aujourd'hui, je suis là pour le briser. Pas pour moi. Pour toutes celles qui n'ont pas pu. Pour celles qui ont disparu. Celles qu'on a fait taire. Celles qui ne croient plus qu'on les croira. Applaudissements. Lents. Puis plus nombreux. Je ne les avais pas cherchés. Mais ils sont venus. À la sortie, une femme m'attendait. 50 ans peut-être. Bien habillée. Des lunettes aux montures fines. Madame Delma. Je suis la nièce de Jeanne Roubaud. Elle m'a parlé de vous avant de mourir. Elle voulait vous remercier. Elle n'a jamais eu la force d'en parler. Elle m'a tendu une enveloppe.
C'est un manuscrit qu'elle avait écrit dans les années 90. Elle ne l'a jamais montré à personne. Je pense que c'est à vous qu'il doit revenir. Ce soir-là, de retour chez moi, je me suis assise à la grande table de bois de ma grand-mère. Elle dormait déjà. J'ai ouvert l'enveloppe. Le manuscrit s'intitulait « Ce qu'elles n'ont pas dit ». Une centaine de pages. Un chapelet de souvenirs. Des bribes. Des noms. Des scènes. Des douleurs. Tout ce que Jeanne avait gardé en elle, enfoui, brodé dans le silence de ses nuits sans fin. Je l'ai lu d'une traite. En pleurant. En tremblant. En comprenant, plus que jamais, que je n'étais qu'un maillon d'une chaîne brisée depuis des générations. Je l'ai fait publier. Pas dans une grande maison. Mais dans une petite structure militante qui croyait à la mémoire collective. Et puis, un matin d'automne, alors que je buvais mon café sur le pas de la porte, une voiture banalisée s'est arrêtée. 2 hommes en sont descendus. Des enquêteurs de la brigade criminelle de Marseille. Le parquet venait de rouvrir l'enquête sur Julien Bérard. Non seulement pour mon affaire, mais aussi pour 2 autres plaignantes, plus récentes. Et pour des faits historiques concernant Henri et Gustave Bérard. En collaboration avec une cellule de mémoire nationale. On va peut-être mettre du temps, m'a dit l'un d'eux. Mais cette fois, on n'oubliera pas. Je les ai regardés s'éloigner, le cœur battant, un nœud ancien qui se défaisait lentement en moi. Plus tard, dans la journée, j'ai reçu une lettre. Anonyme. Comme souvent. Mais cette fois, elle ne contenait ni insulte, ni menace. Juste une phrase, écrite en majuscules maladroites. Merci d'avoir parlé. Je l'ai glissée entre les pages de mon journal. Parce que c'était ça, au fond. Le pouvoir de la parole. Pas seulement celle qu'on prononce. Mais celle qu'on arrache au silence. Ce fut dans les semaines qui suivirent que le village changea vraiment. Pas d'un seul coup, non. Pas comme dans les romans ou les films où la justice surgit avec fracas, balayant les oppresseurs et restaurant la vérité. Non, Saint-Andéol resta le même, en apparence, ses ruelles étroites, son clocher silencieux, ses volets clos les après-midi. Mais quelque chose dans l'air, quelque chose dans les regards, avait basculé. On ne parlait plus de moi à voix haute. On ne m'accusait plus. Mais on ne me saluait pas non plus. J'étais devenue une frontière, celle entre l'avant et l'après. Entre ceux qui savaient et se taisaient, et ceux qui savaient et n'en pouvaient plus de se taire. Il y avait des enfants qui, en passant devant moi dans la rue, demandaient à voix basse à leur mère. C'est elle, la dame du livre. Et parfois, la mère répondait, oui, c'est elle. Et rien d'autre. D'autres fois, je recevais des lettres dans ma boîte, pliées à la main, parfois sans signature. Des récits. Des bouts de vie. Une femme racontant un oncle qui l'avait touchée à l'âge de 10 ans. Une autre évoquant des souvenirs confus d'un bal d'été, un garçon, une voiture, et un réveil brutal dans un champ. Je les lisais toutes. Je les gardais. Je répondais quand je le pouvais. Et puis, un matin d'hiver, j'ai reçu une invitation officielle. Elle venait du ministère de la Justice. On me proposait de faire partie d'un comité national d'écoute et de mémoire pour les victimes de violences sexuelles dans les zones rurales. Une commission toute nouvelle, pensée pour donner la parole aux oubliés, aux silenciés, aux enfouis. J'ai hésité. Moi, une femme simple, sans diplôme, sans statut, vivant avec sa grand-mère dans un village qui ne savait pas s'il devait me haïr ou me tolérer. Mais Yvonne m'a regardée, et dans ses yeux j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle. De la fierté. Pure. Inébranlable. Vas-y, m'a-t-elle dit. Tu n'as pas traversé tout ça pour t'asseoir maintenant. Alors j'y suis allée. Paris. Les bureaux du ministère. Les couloirs froids, les regards importants, les voix trop assurées. Et moi, en robe grise, mes carnets serrés contre ma poitrine. J'ai parlé, encore. J'ai raconté. J'ai porté les voix des autres, celles qui m'avaient écrit, celles que j'avais entendues. Et j'ai compris que ma parole avait dépassé mes limites. Que ce que j'avais fait n'était plus simplement un acte de survie. C'était devenu un acte de transmission. Je n'étais plus la victime. J'étais le témoin. Et avec ce rôle venait une responsabilité, celle de ne jamais laisser le silence regagner du terrain. Un soir, dans une petite salle municipale à Forcalquier, après une rencontre publique, une jeune fille d'environ 16 ans s'est approchée. Elle avait les yeux sombres, un sac d'école sur l'épaule, une voix tremblante. « Madame Delma, je voulais juste vous dire, j'ai lu votre livre. Et grâce à vous, j'ai parlé.
Elle s'appelait Héloïse. Elle venait d'un village à 20 kilomètres du mien. Elle avait dénoncé son beau-père. Je l'ai prise dans mes bras. Longtemps. C'est ce jour-là que j'ai compris que je n'étais plus seule. Que tout ce combat, toute cette douleur, tout ce rejet, n'avait pas été vain. Je l'ai revue 1 an plus tard. Elle m'a envoyé une carte postale. Une photo d'elle devant le tribunal, avec un sourire timide. Elle avait témoigné. Elle avait gagné. Ce soir-là, j'ai pleuré longtemps. Mais ce n'étaient pas des larmes de peur. Ni de colère. C'étaient des larmes de réparation. Je repensais à moi, à 19 ans, couverte de terre et de honte sur la dalle froide du cimetière. Je repensais à la Claire d'avant. La Claire brisée mais pas finie. Et je me suis dit, pour la première fois peut-être. Tu as survécu. Et tu as fait plus que survivre. Tu as rendu le silence impossible. Les années ont passé. Je ne saurais dire exactement quand les choses ont commencé à s'apaiser. Pas parce que la douleur s'est effacée, elle est restée, gravée dans le creux de mon ventre, comme une cicatrice intérieure, mais parce qu'elle a trouvé sa place. Elle n'était plus ce feu qui brûle, mais cette braise qui chauffe doucement la vérité. J'ai continué à recevoir des lettres. Des jeunes filles, des femmes âgées, des hommes aussi, parfois, dont les silences avaient creusé des gouffres dans la mémoire. Certaines lettres contenaient seulement quelques phrases griffonnées, d'autres étaient des récits fleuves, des cris étouffés qu'on jetait sur le papier comme on expulse un poison. Je les lisais toutes. Je répondais à la plupart. Et j'ai commencé à les archiver. Un jour, une universitaire de Lyon, spécialiste en sociologie du silence rural, m'a contactée. Elle voulait étudier l'impact de mon livre, de mes prises de parole. Elle m'a proposé de transformer tous ces témoignages en mémoire collective. En étude. En reconnaissance. J'ai dit oui. Nous avons passé des mois ensemble à trier, organiser, anonymiser. Chaque lettre devenait une pierre ajoutée à ce monument invisible que j'avais commencé à bâtir, sans m'en rendre compte. Ce n'était plus seulement mon histoire. C'était la leur. Et à travers elle, la nôtre. En 1974, 7 ans après l'agression, une décision inattendue est tombée. Le parquet a rouvert officiellement mon dossier. L'enquête historique sur les Bérard, couplée aux témoignages récents, avait mis suffisamment de pression pour justifier un nouvel examen. Julien, toujours porté disparu, faisait désormais l'objet d'un mandat d'arrêt international. On parlait d'un exil en Suisse, ou même en Argentine, mais rien n'était certain. Les gendarmes sont venus me voir pour me demander, à nouveau, de tout raconter. Cette fois, ils m'ont écouté vraiment. Ils m'ont laissé parler. Sans couper. Sans détourner les yeux. Ce fut à la fois douloureux et libérateur. Le procès n'a jamais eu lieu. Julien n'a jamais été retrouvé. Henri est mort d'un AVC en 1975, sans jamais avoir été inculpé. Mais l'enquête a débouché sur autre chose, une reconnaissance officielle. En 1976, lors d'une cérémonie organisée à Marseille, j'ai été honorée par la ministre des Droits des Femmes de l'époque. Ce n'était pas une médaille, je n'en voulais pas. C'était un document. Sobre. Mais puissant. Reconnaissance nationale pour le courage de briser le silence. Je l'ai ramené au village, dans mon sac. Je ne l'ai pas affiché. Je l'ai rangé dans la même boîte que les lettres, les carnets, les preuves. Comme une pierre de plus dans mon histoire. Ma grand-mère est morte en 1981. Paisiblement. Dans son lit. Elle m'a pris la main avant de partir. Tu as bien fait, Claire. Tu m'as vengée aussi. Même si je ne t'avais rien dit. Je n'ai compris que plus tard ce qu'elle voulait dire. En vidant ses affaires, j'ai trouvé une vieille lettre pliée dans un tablier. Une lettre qu'elle n'avait jamais envoyée. Datée de 1932. Adressée à une amie d'enfance. Elle y racontait avoir été agressée, elle aussi, par un homme du village. Le père de Gustave Bérard. Une génération de plus. Une femme de plus. Une survivante de plus. J'ai pleuré longtemps. Pas seulement pour elle. Pour moi. Pour toutes. Le village a changé. Lentement. Une association locale a été fondée, à mon nom. Pas par moi. Par d'autres femmes. Des jeunes, des anciennes, des mères, des filles. Elles ont choisi de se regrouper, de parler, de se protéger. C'était la plus belle des victoires. La seule qui comptait. Aujourd'hui, j'ai 77 ans. Et je vis toujours dans la maison de ma grand-mère. Le silence des montagnes ne m'effraie plus. Je le connais.
Je l'habite. Je le transforme. Je marche souvent jusqu'au cimetière. Pas pour me souvenir de la nuit où tout a basculé, mais pour me rappeler que je m'en suis relevée. Et que dans ce même lieu où l'on m'a laissée pour morte, c'est là aussi que je suis née une seconde fois. Je me souviens d'un matin précis. C'était au printemps, il y avait du vent, un de ces vents secs qui soulèvent la poussière et les souvenirs en même temps. Je marchais sur l'ancienne route de terre qui longeait les vergers abandonnés, là où, autrefois, Julien et moi avions dansé à la fête de la Saint-Jean. Je ne revenais pas pour la douleur. Je revenais pour prendre mesure du chemin. Le verger était en friche. Les branches tordues. Le sol sec. Mais au milieu des ronces, une fleur poussait. Sauvage, vivace. Je me suis agenouillée devant elle, comme on s'incline devant ce qui nous dépasse. Parce qu'au fond, c'était cela, ma vie, une fleur dans les ronces. Les écoles du département avaient commencé à m'inviter à parler aux élèves. Au début, j'avais hésité. Comment parler de violence, de silence, à des jeunes de 16 ou 17 ans? Et puis j'ai compris, c'est justement à eux qu'il fallait parler. Avant que la peur, la honte ou l'indifférence ne les étouffe. Je racontais mon histoire sans chercher à choquer. Je ne montrais pas les détails, je montrais la vérité, celle de l'isolement, de la mémoire collective, des violences invisibles. Un jour, après une intervention, un garçon m'a attendu à la sortie de la salle. Il avait 15 ans. Il s'appelait Kevin. Je voulais vous dire. Mon frère, il a fait du mal à une fille. J'ai rien dit. Je savais. Mais j'ai rien dit. Il pleurait. Pas de honte. De peur. Je lui ai dit ceci. Tu peux te taire, Kevin. Tu as le droit d'avoir eu peur. Mais maintenant que tu sais ce que le silence fait, tu peux décider. Pas pour effacer le passé. Pour changer l'avenir. Il m'a pris la main. Et c'est à ce moment précis que j'ai su que la parole n'avait pas seulement le pouvoir de réparer. Elle avait celui de prévenir. Avec le temps, j'ai repris l'écriture. Pas pour raconter encore ce que j'avais vécu. Mais pour raconter ce que les autres m'avaient confié. Des histoires de femmes et d'hommes, de douleurs enfouies, de résistances muettes. J'écrivais à la main. Je corrigeais peu. Je laissais la voix sortir comme elle venait. Pure. Fragile. Vivante. Un second livre est né, Celles qui sont restées debout. Il n'a pas connu le même succès que le premier, mais ce n'était pas important. Il existait. Et chaque exemplaire vendu portait une promesse, que ces histoires-là ne seraient plus jamais des secrets de famille, ou des rumeurs perdues au fond des vallées. En 1989, un petit comité d'enseignants et d'élus a rebaptisé la bibliothèque municipale de Saint-Andéol, Bibliothèque Claire Delmas. J'étais gênée, presque honteuse. Je ne cherchais pas la reconnaissance. Mais un vieil homme, que je n'avais jamais vu, s'est approché après la cérémonie. Mon épouse, elle n'a jamais osé parler. Mais elle vous a lu. Et elle est morte en paix. Parce que vous avez dit ce qu'elle n'avait pas pu. Ce jour-là, j'ai accepté cette reconnaissance. Pas comme un trophée. Mais comme une pierre posée sur une tombe longtemps anonyme. La mienne. Un matin, j'ai ressorti la robe. Celle que je portais le soir de la fête. Ma grand-mère l'avait gardée, lavée, pliée, rangée au fond d'un coffre. Elle était abîmée. Déchirée à plusieurs endroits. Mais l'odeur y était encore. Une odeur de fumée, de terre et de souvenirs. Je l'ai tenue contre moi. Non pas pour me replonger dans la douleur. Mais pour me rappeler que j'avais survécu. Et que tout ce que j'étais devenu, je l'étais devenu malgré cette nuit. Ou peut-être grâce à elle. Parce qu'au fond, c'est peut-être ça, le vrai courage, ne pas oublier. Mais choisir ce qu'on fait de la mémoire. Les derniers mois de ce long chemin ont été les plus silencieux. Pas parce que les choses s'étaient tues, non. Mais parce que tout avait été dit. Pas tout révélé, peut-être, mais suffisamment pour que la honte change de camp. J'ai vieilli dans cette maison. J'y ai enterré mes douleurs, et j'y ai vu éclore d'autres vies. Un jour, une lettre m'est parvenue. Elle venait d'un avocat installé à Genève. Julien Bérard avait été localisé, sous une fausse identité. Il était décédé l'année précédente d'un cancer du pancréas, seul, sans famille connue. Dans ses effets personnels, ils avaient trouvé mon nom, mon livre. Marqué au feutre. Rien de plus. Aucune note. Aucune lettre. Aucune trace d'aveu. Mais ce n'était pas ce que j'attendais. Sa mort ne m'a apporté ni paix, ni vengeance. Juste un vide.
Le point final d'un chapitre déjà refermé depuis longtemps dans mon cœur. Je n'ai rien répondu à l'avocat. À quoi bon? Le nom Bérard ne disait plus rien à personne ici. Les enfants du village ne l'apprenaient plus dans les discours honorifiques. Il ne restait plus de plaques. Plus de rues à leur nom. Plus de regards fuyants. Seulement une mémoire vive, exigeante, mais pacifiée. Et moi, je suis restée. Je suis restée dans cette maison, aux volets bleus délavés. Je continue de marcher chaque jour, le long du sentier où les arbres que nous avions cru morts fleurissent parfois, sans prévenir. Je m'assois sur le banc de pierre en haut de la colline. Celui que mon père a restauré avant de mourir. Je regarde les toits, les clochers, les enfants qui crient dans la cour de l'école. Et je me dis que je n'ai pas vécu pour rien. Je ne suis pas née pour me taire. Je suis née pour briser la chaîne. Pour parler. Pour survivre. Et pour laisser, derrière moi, un monde où peut-être, une seule fille de moins se réveillera un jour sur une tombe, en sang, sans souvenir, sans voix. Et ça, c'est tout ce qui compte.